Aujourd'hui, bien sûr qu'on court toujours, mais pour une fois, j'arrive à choper une presque actualité, la sortie du très important livre de Geneviève Sellier, Le culte de l'auteur, les dérives du cinéma français. C'est maintenant et c'est une immense joie. Ça fait plusieurs années que je suis le travail de Geneviève Sellier, notamment via le site Le Genre et l'écran. Évidemment, je le mets en dessous et je vais dire tout de suite que j'ai participé plusieurs fois à ce site avec, je crois, 5-6 papiers maintenant, enfin des papiers électroniques évidemment, parce que c'est un site qui est collaboratif mais qui est quand même tenu d'une main, j'ose dire, de maîtresse et même de professeur par Geneviève Sellier, que je n'ai jamais personnellement rencontré, ça viendra peut-être. Mais en tout cas pour laquelle j'ai une profonde admiration depuis des années, parce qu'elle occupe une place, comment dire, difficile dans le champ des études cinématographiques en France en étant ouvertement féministe. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, être féministe, ça ne signifie pas ne pas être scientifique. Moi j'ai même envie de dire, c'est tout l'inverse. Quand on fait bien les choses, on les fait bien autant pour le militantisme que pour la sphère scientifique, parce qu'en fait ces sphères ne se distinguent pas. Et ça fait partie ici des enjeux du livre, non pas d'un point de vue, on va dire, épistémopolitique. Geneviève Sellier est donc spécialiste des études cinématographiques en France. Elle a travaillé autant sur le cinéma populaire que sur le cinéma d'auteur dans un livre. J'ai vu dans les annonces qu'il était annoncé en réédition en 2025 chez Amsterdam, sur la nouvelle vague, un cinéma masculin singulier ou au masculin singulier. Je fais un peu vite, je suis désolée. Donc je suis très impatiente parce que c'est un livre que je n'ai pas encore lu, mais voilà. En tout cas, ceci étant situé, je témoigne ici d'une admiration qui n'a fait que se concrétiser avec la lecture de ce volume, Le culte de l'auteur. On est aux éditions de La Fabrique et dérives du cinéma français. C'est super bien, je vais conseiller de le lire, on va expliquer un peu pourquoi, un peu plus en détail, mais évidemment ça marche mieux ici avec les détails. Et c'est une sortie récente qui a 1 ou 2 semaines. Hop, ça c'est pour la miniature. Donc, on attaque. Donc moi, c'était vraiment le livre que j'attendais de la rentrée littéraire. Je l'avais d'ailleurs confié à Geneviève Sellier par mail, parce que là, donc, un projet d'il y a quelques mois de faire un papier sur Amour de Hanneke a fini par se concrétiser avant la sortie. J'ai beaucoup aimé le podcast Les Pouilles sur la table, où Geneviève Sellier a été l'invitée de Naomi Titi, et c'était un super bon podcast, donc pareil, je le mets en dessous. J'avais aimé il y a longtemps une interview sur Hors Série par exemple, mais là je ne l'ai pas revu, puis j'ai lâché l'abonnement Hors Série parce que j'ai pas le temps de les voir. Mais voilà, en tout cas c'est très très bien. C'est sans surprise, avec une dédicace extrêmement touchante. Et on va un peu parler ouais, des choses. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la synthèse des travaux de Sellier, d'une synthèse extrêmement claire et accessible, et ça c'est très important de le souligner, et aussi d'une synthèse en fait beaucoup plus large de travaux d'études cinématographiques, mais aussi un petit peu de littérature. J'ai noté avec grand plaisir Le Coquille à la politique du mal, cité à plusieurs reprises à la fin. Euh, mais on va être sur quelque chose qui est en fait de l'ordre de l'argumentation irréfutable, parce que on est dans une démonstration complète. Voilà. D'une dérive, alors on peut discuter du terme dérive, mais en tout cas d'un masculinisme quand même assez appuyé, d'un sexisme profond du cinéma français, et cela dans toutes ses dimensions. On va un peu expliquer ça. On va d'abord parler un peu de cette dédicace splendide à Judith, Isilde, Juliette, Anouk, Marianne et les autres. Et normalement vous reconnaissez ici des prénoms de grandes actrices, je n'ai pas envie d'en dire plus. Point de suspension à toutes les femmes qui ont eu à subir des abus sexistes et sexuels dans le milieu du cinéma et ailleurs. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, en fait, va ancrer le récit dans une dimension non pas adressée à ces femmes, quand bien même il y aurait une dédicace, elles ne sont pas les uniques lectrices, ce qui ferait quand même pas beaucoup de lectrices, et même si on reprend que les victimes, ça fait quand même là beaucoup de monde, mais ça ne ferait pas tout le monde. On est davantage, en fait, dans quelque chose de l'ordre d'un point de vue situé, c'est-à-dire non pas de se déclarer soi-même comme victime, ça c'est une autre question, et puis en étant professeur, maintenant émérite d'études cinématographiques, Geneviève Sellier ne se fait pas d'elle une actrice ou une réalisatrice, c'est un autre métier, mais qui va montrer en fait d'emblée quelque chose qui est essentiel, qui va être
une forme d'empathie, une empathie qui va contrer complètement, mon livre il est quelque part par là mais il n'est pas accessible, ce que Kettmann appelle l'empathie, c'est-à-dire une empathie qui va de manière disproportionnée aux auteurs de violence bien plus qu'à leurs victimes, cela au point d'arriver parfois à faire de ces auteurs de violence, de les déresponsabiliser et de faire les victimes de leurs propres crimes. Un peu comme si le fait d'être violent leur faisait beaucoup de peine. C'est ce qu'il vous raconte. Hein. Voilà. Donc là, il y a quelque chose peut-être qui casse cette sympathie qui est un peu générale et qui lutte aussi contre ce que Maine appelle les raseurs. Donc ce sont des mots valises, donc empathie, comme empathie avec him, et erasure, je suis vraiment nulle en anglais, avec her et erasure, c'est effacement. Et puis d'ailleurs, moi en fait, je n'ai même pas le livre dans lequel ça a été mis en place, c'est dans Dawn Girl que j'ai en lecture prochaine. Par contre, moi j'en ai lu un autre, c'est Quand les hommes ont tous les droits, où elle revient un peu sur ces concepts en parlant plus globalement d'impunité masculine. Mais évidemment que ces concepts permettent de comprendre une part de cette impunité. Alors, le livre est découpé en 13 chapitres et une conclusion. Qui fonctionnent extrêmement bien et qui vont revenir, donc avoir une part un peu synthétique de ce qu'est le cinéma, de ce qu'est par exemple aussi le male gaze de Laura Mulvey. Alors pour une fois que j'ai le livre pas très loin, hop, le male gaze il est développé dans un article qui s'appelle Plaisir visuel et cinéma narratif, qui est de 1975. On en a eu les traductions dès, il me semble, 92, ce qui est quand même tard en fait, dans un numéro de Cinémaction. Et une traduction sur Débordement, qui est d'ailleurs citée par Célie en note, et ce volume en français, un recueil d'articles de Mulvey, donc au-delà du plaisir visuel, j'avais fait une vidéo sur le male gaze, féminisme, énigme et cinéphilie, ça je crois que c'est sorti en 17. Tiens, ça devrait pas être là. Et je rappelle que le film male gaze est analysé par Iris Bray dans le regard féminin, mais c'est peu présent dans le culte de l'auteur. Donc on va avoir comme ça cette espèce de matrice hollywoodienne dans un premier chapitre du cinéma de fiction pour arriver au cas français, aux spécificités du cas français, et cela à tous les niveaux en fait du cinéma, de l'industrie cinématographique, c'est-à-dire autant finalement sur un peu les histoires qui sont représentées, enfin même beaucoup, mais que la construction elle-même de cette industrie cinématographique par des biais qui permettent de les voir, enfin de les analyser. Donc cette matrice hollywoodienne, le cinéma de fiction occidental, elle est une étape, on va dire propédeutique, un préalable nécessaire, parce qu'il s'agit évidemment dans un régime mondialisé, le cinéma hollywoodien, il est principal, et c'est aussi celui qui analyse, alors, pour le cas des années 50 du cinéma hollywoodien mainstream, Laura Mulvey avec ce concept de male gaze. Célie ne refuse pas le male gaze, mais va avoir une approche à la fois reposant moins directement sur un concept et beaucoup plus sur l'analyse, la présentation de l'ensemble de l'industrie jusqu'à l'esthétique des films. Et donc on va avoir comme ça un très très vaste panorama qui part notamment dans ce chapitre ici du cas de Woody Allen et de cette version états-unienne de l'auteur pour arriver à ce qui fonde en France cette fabrique de l'auteur comme auteur impuni, dans l'impunité, du cinéma d'auteur, par exemple de la nouvelle vague. Donc ici c'est Woody Allen qui joue ce rôle-là, mais qui va nous montrer qu'il y a quand même un standard français qui est où la barre est bien basse, et où en fait l'impunité est très haute par rapport au fait que Polanski et Woody Allen ne peuvent plus tourner aux États-Unis et sont ils sont disqualifiés. Et ils ne sont pas disqualifiés parce que les Américains, Américaines, États-Uniennes seraient méchants ou puritains ou puritaines, mais parce que ils ont fait quand même des choses qui sont extrêmement graves, et ils sont accusés de choses très graves, voire condamnés dans le cas de Polanski, quoi. Et, et là, voilà, quelque chose se joue et qui passe notamment donc, par le cas Polanski, l'affaire Dreyfus, etc. Je vais aller un peu plus vite sur ce premier chapitre, qui met les choses en place, on va dire, à un niveau mondialisé, avant d'arriver au chapitre 2, la France, pays de l'impunité artistique. Et c'est extrêmement important, et je pense qu'il faut le dire en tant que tel, c'est-à-dire que la séparation entre l'auteur et l'œuvre, la séparation entre l'auteur et l'œuvre,
où l'artiste est l'homme, elle est complètement fictive et elle nie complètement ce qui est rarement dit en tant que tel. Quand on dit qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre, en fait, ça, on ne le fait que quand les hommes sont coupables. Mais les œuvres reposent, pour un certain cinéma d'auteur, sur des représentations autocentrées, souvent autobiographiques, directement ou indirectement, ou vaguement fictionnalisées, ou vaguement avec j'allais dire des mots-clés, mais pas des mots-clés, mais des personnages à clés, par exemple, où les uns et les autres se représentent. C'est-à-dire que finalement, le cinéma d'auteur repose d'abord sur la construction de l'auteur. Alors ça, pour le comprendre, c'est un peu différent en littérature et en cinéma, c'est-à-dire que les chronologies sont un peu différentes, parce que c'est beaucoup plus récent au niveau des études cinématographiques, puisque ça arrive avec un moment très cahier du cinéma, et notamment la nouvelle actorialité de François Truffaut. Et là, en fait, on ne parle pas du fait d'aimer ou de ne pas aimer les films, on parle de comment les choses se construisent et comment, donc là, on peut repenser à la littérature embarquée de Justine Hupp, à la façon dont Justine s'appuie très fortement sur cet article de Benjamin sur les conditions de production et des modes de production. Finalement, le cinéma d'auteur, c'est un cinéma qui efface ces conditions de production collective, parce que, il faut le rappeler, pour faire un film, il faut un collectif, pour ramener ça au mythe d'un génie singulier, et si possible masculin singulier. Et donc unicité, masculinité, qui efface toute l'équipe qu'il peut y avoir derrière, et cette singularité, elle va aussi passer par le fait d'avoir des avatars de soi dans les films. Et représenter un certain type de masculinité au cinéma. C'est déjà mentionné avec le cas de Woody Allen, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des masculinités hégémoniques, il ne s'agit pas de représenter des Rambo, il s'agit de représenter des masculinités donc octoriales, certes d'autorité, mais qui vont aussi reposer sur des formes de fragilité parfois, ou alors moi, personnellement, dans un article pour le genre et l'écran, qui n'est pas cité dans le livre, j'avais parlé dans le cas de Woody Allen, pour notamment Manhattan et Annie Hall, de la fabrique du connard. Donc c'est un titre quand même que je reprendrais peut-être pas tant que ça, enfin qu'on m'avait reproché, et puis en même temps, finalement, c'était pas plus mal, c'est-à-dire que la masculinité incarnée et relayée par les personnages de Woody Allen jouant son propre rôle sous un prête-nom, mettent en place des formes de masculinité, globalement chouinardes, qui attirent l'attention et qui vont manipuler l'entourage. En plus de se représenter comme souffrant très fort d'être obligé de coucher avec des filles de 17 ans. En gros. Voilà, je caricature, mais vraiment à peine. Woody Allen, il se passe quoi chez Woody Allen à part ça ? Et donc, ce cinéma d'auteur, c'est un cinéma qui efface donc ses productions pour aussi mettre en scène sa propre impunité. Ça, c'est lié, là je le résume à grands traits, alors que la démonstration est beaucoup plus fine, va le faire passer, va le montrer, va le démontrer à partir d'un retour historique sur la construction de cette impunité au tournant des années 60 avec la nouvelle vague, qui en fait permet de glorifier un nouveau type de masculinité et doctorialité artistique. C'est un nouveau sacre de l'écrivain. Si on reprend, il est par là, l'analyse de Paul Bénichou, mais qui date, qui parle de romantisme des années 1830. C'est pour cela que ça se passe un peu différemment en littérature et en cinéma, parce que ça c'est quelque chose qui a toujours lieu en littérature, mais qui s'est mis en place, et qui sert bien sûr évidemment le cinéma de la nouvelle vague, dans les années 1830, parce que c'est un moment où la littérature remplace les belles lettres, est nourrie de l'idée d'un autotélisme de l'art qui vient complètement de la critique de la faculté de juger d'Emmanuel Kant, donc à la fois des Lumières et du romantisme allemand, et donc de cette idée d'un absolu littéraire. Je vous renvoie à Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe. Je cite tout le temps ce livre, un jour il faudra en faire une vidéo. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'œuvre d'art qui s'absolutise, donc qui se détache du monde, que l'on va retrouver dans la nouvelle vague, évidemment, parce qu'en fait la nouvelle vague se nourrit de la littérature, et notamment de l'idéal romantique.
Mais dans le même temps, en fait, la littérature romantique remplit une case laissée vide au niveau de la disparition de l'explication théologique comme explication première, notamment en sciences. Et donc finalement, le rapport science-lettres se redéfinit et se reconfigure au XIXe siècle en faisant des belles lettres la littérature avec des génies inspirés, des mages, voilà. Donc ça, le modèle, c'est Chateaubriand, c'est Lamartine. Voilà, on est dans le grand romantisme français, inspiré du très grand romantisme allemand. Je suis désolée, les Allemands, ils sont meilleurs en romantisme, hein. Là, on peut le prendre dans le sens qu'on veut, c'est quand même vachement mieux côté allemand. Il y a quand même des trucs qui sont réussis, quoi, en termes de littérature. En tout cas, ça va se passer comme ça. La figure de Hugo est absolument centrale là-dedans, mais aussi avec énormément d'ambivalence. Et en tout cas, bon, on va avoir cette espèce de consubstantialité entre l'homme et l'œuvre, mais qui dans le même temps, comme l'œuvre se détache du monde, ben l'homme aussi. Et ça, c'est ce qui va mettre en place ce que Machiavel appelle la morale du prince, mais ça, c'est pour des raisons, on va dire, très discutables, hein, éthiques, etc., d'un point de vue éthique, ou en tout cas qui peuvent manquer d'éthique. Mais la morale du prince, c'est le fait que la morale du gouvernant, de celui vraiment de Fürsten, de celui qui a la tête de l'État, qui doit gérer, doit s'absoudre de la morale ordinaire parce qu'il n'est pas dans une situation ordinaire. Ça, c'est ce qu'on a chez Machiavel, qui est très discuté, notamment par Castiglione, avec cette idée d'un courtisan, et tout ça, vous l'avez dans El Cortegiano, et c'est un livre qui est très important, mais c'est pas étonnant si cette réponse au prince de Machiavel n'a pas eu le même écho que le prince de Machiavel. Il y a un moment où on choisit aussi les systèmes moraux qui nous arrangent, et qui ne sont pas forcément moraux. Puisqu'en fait, c'est tout le principe de Machiavel. Cette amoralité, voire parfois immoralité, amoralité sans morale, immoralité, on peut s'amuser à transgresser la morale, va, en fait, c'est la même logique que l'on va retrouver en littérature, d'abord sur une espèce de détachement, donc sur ce mythe d'une inspiration romantique, et ensuite sur ce détachement, voire ce plaisir de la transgression que l'on va avoir, notamment avec certains bons hommes à la Flaubert, hein, avec aussi les potacheries, des utistes, ou voilà, des moments comme ça, dans ces littératures de vieux garçons, de mauvais garçons. En fait, ça veut dire masculine, masculiniste, et qui vont souvent être profondément sexistes et misogynes. Et un plaisir plus affiché de la transgression comme permettant d'aller vers des formes d'avant-garde, ça aussi c'est un concept à reprendre, ça on va le trouver vraiment de façon très forte avec le surréalisme, et ce n'est pas un hasard si le surréalisme est un mouvement qui est profondément, intrinsèquement misogyne. Ça nous donne des billes. Ce système-là, ce mouvement-là, on le retrouve, alors toutes ces comparaisons-là elles sont personnelles, mais on le retrouve à mon sens dans le culte de l'auteur, de Geneviève Cellier, de manière beaucoup plus simple, et qui permet de comprendre comment les choses se produisent à partir, donc on se rappelle que les réalisateurs Nouvelle Vague, auteurs, politique de l'auteur, c'est fou de dire auteur quand on est réalisateur en fait, comme si c'était de la littérature. Et voilà, quelque chose aussi là dans le terme du dialogue entre les arts qui peut être très très intéressant. Donc ce sont souvent des hommes qui ont été d'abord des critiques de cinéma, qui finissent par devenir réalisateurs, et qui vont donc avoir un cinéma qui n'est pas forcément profondément intellectuel, mais qui en tout cas trouve un habillage théorique, intellectualisant, qui est très englobant, et dont finalement l'ineptie saute quand même aux yeux. Et c'est littéralement une fabrique de l'impunité qui s'appuie, enfin qui se dévoile ici. Avec des dizaines de films, des centaines de films pris en exemple tout au long du texte de Cellier de l'analyse. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est hyper intéressant aussi si vous avez envie de voir ou de ne pas voir plein de films qui vont être... Alors bon, on a des spoilers, hein, on divulgage quand on analyse des films comme des livres, là, il n'y a pas trop de choix. Mais bon, après, on peut sauter les passages. En tout cas, voilà, tout ce qui va être de l'ordre de la nouvelle vague est recontextualisé par rapport à un cinéma dit à la papa, qui n'était pas moins misogyne, et là, il n'y a aucun aveuglement, mais qui était misogyne d'une autre façon. Et en fait, c'est une nouvelle masculinité qui apparaît dans ce masculin singulier, et le singulier est vraiment très très important, qui passe aussi par ce que Cellier appelle, c'est le chapitre 3, un cinéma de l'intime comme évitement du social. Et moi, en ce moment, je me demande beaucoup, et là, je vais commencer à discuter frontalement avec les copines, est-ce que, par exemple, l'abstraction
appartient ou non à des discours misogynes? Est-ce que cet évitement du social fait partie de certaines formes de masculinisme, de revendication masculine? Ma réponse est oui, parce que c'est au moins quelque chose de l'ordre d'une négligence. En tout cas, cette dimension autocentrée va aller avec ce culte d'un individu, l'auteur. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, finalement, on peut croire que le privé est politique et l'intime d'autant, pour reprendre un slogan du MLF encore repris par Chloé Delhomme. Mais ici, il ne s'agit pas du même intime. Là, il s'agit d'un intime qui va effacer la sphère publique et se concentrer sur l'intime, non pas pour le politiser, mais pour en faire l'instrument d'un nombrilisme, notamment cinématographique. Finalement, l'œil de la caméra devient l'ombilicone. Donc c'est à ce niveau-là, voilà, là, page 38, il y a comme un effet de miroir économique et culturel entre le déniveau, celui de la création, et celui de la fiction. C'est-à-dire en fait que pour continuer la glorification de ce génie qu'est l'auteur, il faut aussi représenter l'auteur ou un équivalent de l'auteur et le glorifier au sein même de la fiction. Et donc on a quelque chose qui, entre la diégèse, c'est-à-dire l'histoire racontée, ce qui va être primé au niveau de l'industrie, ce qui va être financé déjà au niveau de l'industrie et aussi de la finance publique, parce que le cinéma français, il repose beaucoup sur la finance publique, et tout ça aussi, tous les mécanismes de la finance publique sont très finement expliqués, n'est pas seulement un nombrilisme, c'est aussi un effacement du reste du monde. Mais c'est ça qui va aussi fonder une des dimensions de ce cinéma, et qui repose évidemment pas que sur la question du genre, mais aussi sur les questions de classe et de race. Et ce nombrilisme, on va dire, négligent, écrasant, il passe aussi évidemment par une objectification, notamment des femmes. Page 39, la spécificité de la nouvelle vague, c'est aussi que l'asymétrie entre personnages masculins et féminins s'exprime moins en termes d'âge que de statut dramatique et narratif. C'est le point masculin qui construit le récit, le ou les, des parenthèses, personnages féminins n'existent que comme objet du désir du protagoniste. Et en fait là, la façon dont l'objectification va se retrouver dans la structure d'intrigue, en plus souvent des mouvements ou de l'esthétique de la caméra, de ce que l'on va voir à l'écran. On n'a pas accès à leur subjectivité alors que le film épouse le point de vue du héros, souvent renforcé par un monologue intérieur, les fameuses voix off. Pourtant, au fur et à mesure que les cinéastes vieillissent, l'écart d'âge entre les protagonistes et les réalisateurs se creuse, et donc là, boum, tous les exemples. Ça, c'est vraiment la façon de faire de Geneviève Sellier. Si Jeanne Moreau est sensiblement de la même génération que Louis Malle et François Truffaut à l'époque des Amants et de Julie et Jim, ce n'est plus le cas de Françoise d'Orléac ni de Fanny Ardant, dont les partenaires respectifs, Jean de Sailly dans La peau douce, 64, et Jean-Louis Trintignant dans Vivement dimanche, 83, ont 22 ans de plus pour l'un, 19 ans de plus pour l'autre. Fanny Ardant, la dernière compagne de François Truffaut, a 17 ans de moins que lui. Mais le comportement de séducteur compulsif, Wikipédia, de François Truffaut est regardé avec complaisance par la critique et le public, car cela nourrit son œuvre. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas de séparation entre l'homme et l'œuvre, puisqu'on va considérer que l'homme a accès à cette morale du prince ou à la morale de l'auteur pour l'œuvre, au nom de l'œuvre. Et voilà, et donc énormément d'exemples, etc. Alors, petite mention ici, là, j'ai cité Wikipédia parce que Wikipédia était entre parenthèses. L'approche de Geneviève Sellier, elle est très fortement factuelle et en reposant sur des discours, sur des analyses de discours qui vont peut-être parfois venir de la critique cinématographique, qui sont bien sûr aussi évidemment les films, qui sont le pourcentage de films d'hommes ou de femmes primés à tel et tel festival. Et là, on a de longues démonstrations quantitatives. Et à des moments comme ça, voilà, là, ici, la citation d'un article Wikipédia. Et on voit que le style employé est particulièrement factuel et simple, avec des punchlines comme ça, qui viennent et qui appuient la démonstration et qui vont souligner notamment les écarts, les incohérences, les illogismes ou le sexisme profondément crasse qui se retrouve à peu près toutes les étapes, alors je ne vais pas dire du livre, c'est pas le livre qui est sexiste, mais que le livre va permettre de révéler pour parler de cette industrie française, du film d'auteur, j'ai envie de dire à couille, mais c'est vraiment vulgaire et essentialiste, mais enfin, on est fatigué quand même, hein. Voilà. Alors, citer Wikipédia, c'est pas un problème.
parce que Wikipédia, c'est vraiment un, un discours médiatique émergent et c'est aussi le plus visible. C'est-à-dire que si vous commencez à travailler sur un sujet, aujourd'hui, c'est une chose que j'expliquais quand j'enseignais la biblio et la méthodologie de la recherche à mes étudiants et mes étudiantes, quand j'enseignais encore à Marne-la-Vallée, en fait, tout le monde commence par Wikipédia. Le problème, c'est de s'arrêter à Wikipédia, mais évidemment que Céline ne le fait pas. Et quand il s'agit, par exemple, de quantifier, enfin, c'est extrêmement fiable. Et, euh, et on le voit, c'est quand même bien plus fiable que les cahiers du cinéma, qui sont... voilà, je veux dire, c'est quand même... j'ai jamais tellement lu les cahiers du cinéma. J'avais quelque chose de l'aura de la gloriole de ce journal. Mais enfin, c'est profondément ridicule quand même la façon dont les films sont construits comme un boys club, je reprends le terme notamment de Martine Delvaux, qui vont finalement se pousser du coude et se serrer les coudes et se cogner les épaules, j'ai oublié l'expression là, parce qu'en plus je switch pas mal de langue en ce moment. Euh, les critiques du cahier du cinéma sont des critiques qui vont parler de la personne des réalisateurs et de la sympathie que ceci suscite par les films, et pas de faire de la critique, c'est-à-dire de juger le bon et le mauvais dans un film, est-ce que c'est intéressant ou pas, enfin, mais les arguments ils sont moraux, c'est-à-dire ça me plaît beaucoup ce qu'il fait, et ce qu'il fait quand même globalement en dehors de la morale ordinaire, c'est-à-dire j'adore la façon dont ce réalisateur met en scène des jeunes filles que j'ai envie de baiser, c'est ça en fait qu'on lit dans les extraits choisis par Cellier des cahiers du cinéma ou autres. Je caricature évidemment, hein, c'est pas ça, mais c'est ça que ça raconte. Et c'est ça que racontait Jaco dans cet extrait d'un documentaire du psychanalyste Ladmiller qui a provoqué ce moment Judy Godrèche dans lequel on est encore. C'est ça, c'est-à-dire une espèce de connivence sur l'objectification, la sexualisation et la baisse littérale de très jeunes actrices de manière absolument connivante, complice, dans la dégueulasserie. Il se passe rien d'autre. Est-ce que citer Wikipédia en soi c'est un problème? La réponse est non. Est-ce qu'avoir un style factuel simple et extrêmement accessible c'est un problème? La réponse est non. C'est l'inverse. C'est une immense force parce qu'en fait on part de ce qui émerge et on se rend accessible au plus grand nombre parce qu'il s'agit en fait de parler aussi d'un des arts qui normalement doit être celui du plus grand nombre. Alors quand on parle de nouvelle vague, je trouve passionnant la façon dont c'est lié, mais en regard le financement ahurissant de films qui ne font pas d'entrée et qui font de moins en moins d'entrées parce qu'en fait, ils ne parlent pas au public ou à un public de plus en plus restreint. Et il manque le public et quelque chose de cette aura se ternit, à mon avis ça va se ternir de plus en plus, et en fait c'est ennuyeux. Donc ce qu'il y a derrière, donc c'est très bien d'avoir un site très accessible, toute la démonstration part comme ça, donc du financement, de cette nouvelle vague, de schémas récurrents qu'on peut aussi appeler des tropes, c'est-à-dire le turnover de très jeunes actrices. Et donc là, c'est hyper triste comme à lire, c'est-à-dire en fait les actrices qui sont juste de jeunes espoirs qu'on ne revoit plus, parce qu'elles ne servent qu'à ça. Le parallèle n'est pas fait avec le cinéma pornographique, à mon avis on peut faire ce parallèle avec le cinéma pornographique. Et de toute façon, avec un usage complètement Kleenex ou jetable de très jeunes femmes, aussi dans d'autres champs que le cinéma, même si là le focus se fait sur le cinéma non pornographique. Des personnages féminins entre fétichisation. Alors d'abord, le schéma récurrent d'un alter ego créateur face à un féminin contingent. Alors en fait, c'est globalement, ça s'appellera Eva Belgarbi, le mythe de Pygmalion au cinéma. Et qui va passer par des écartages et se trope cette figure récurrente de l'inégalité, qui fond l'inégalité, et qui va en fait aussi fonder l'objectification des femmes, et de très jeunes femmes. Donc les personnages féminins entre fétichisation et dérision, ça s'appelle la misogynie, par la sexualisation / la moquerie. Des institutions publiques et parapubliques au service du cinéma d'auteur masculin, donc là c'est un peu ce que je signalais sur les questions de chiffres. Montrer aussi que ce cinéma sexiste, d'auteur sexiste, n'est pas le seul à être sexiste, parce que c'est aussi ce qu'on va retrouver dans le cinéma populaire. L'émergence d'un cinéma d'auteur au féminin, un regard féminin empathique sur les fragilités masculines, parce qu'en fait, ce male gaze, le terme n'est pas repris, moi je le prends par raccourci. En fait, voilà, ces schémas d'intrigue se retrouvent aussi dans des cinémas d'autrices, et on peut voir en fait que ce sont aussi les films qui sont financés. C'est-à-dire que les femmes finalement sont aussi financées quand elles vont correspondre à des critères de validation masculine, parce que
les boîtes de production et les finances publiques sont tenues par des hommes. Donc la sélection, elle est humaine. Hein. C'est pas juste que les femmes, oh là là, les pauvres femmes, elles ont du sexisme intériorisé, il suffirait qu'elles le dégagent et c'est bon, on arrive en féminisme. Le problème, ce sont les obstacles institutionnels et principalement de financement qui se dressent sur leur route et dont Sellier retrace l'ensemble, le panorama. Des usages opposés du film historique par la réalisatrice, j'ai adoré ce chapitre, c'est-à-dire, voilà, le film historique, c'est un film qui n'est pas trop cinéma d'auteur, qu'est-ce qui peut se passer avec des exemples là, moi j'ai envie de tout voir, même ceux qui ne sont pas les plus féministes. Un cinéma féminin du milieu attentif aux conditions de vie des femmes, et donc là on va avoir quelque chose de l'ordre de l'empathie, mais qui ne se ramène pas à un essentialisme féminin, mais à... En fait, là on part de ce qui est le plus centré de ce culte de l'auteur vers un cinéma qui n'est pas celui du culte, qui n'est pas forcément celui d'une autrice, féminin singulier ou qui serait féminin pluriel, c'est pas si tranché, mais qui va en fait montrer un cinéma en prise avec le monde chez les autrices, sans nier que Ken Loach existe par exemple en termes de cinéma social et de reflet du monde, mais pour montrer que quand on enlève finalement les filtres de sélection masculiniste, eh bien, il se passe des choses bien intéressantes pour le cinéma, parce que le cinéma, eh bien, il est aux prises avec le monde. Et ce que je trouve vraiment fascinant dans le bouquin, c'est de voir à quel point, finalement, c'est des choses que j'avais pu constater dans le Feminist Gaze, dans mon bouquin, quand on sort de la représentation hégémonique, qui ne se trouve pas être masculine par hasard, qui est masculine parce que les hommes parce que les structures de pouvoir sont faites pour des hommes, au nom des hommes, et pour célébrer la masculinité et certains types de masculinité, eh bien, il ne reste pas grand-chose à côté. Et donc, ça écarte le monde, et ça tue en plus la créativité. Donc, tout le paradoxe est que le financement de ce cinéma d'auteur, qu'il soit public ou privé, la célébration de ce cinéma d'auteur, notamment par les festivals, et je vous renvoie à la vidéo de Le cinéma et politique sur le festival de Cannes, et sur la politique des festivals, écrase, je vais la mettre en description si j'y pense, écrase complètement toute créativité et même tout rapport au monde. Et donc on finit par avoir un cinéma qui tourne à vide. Donc là on ne cesse de se demander pourquoi les salles de cinéma ne se remplissent pas. Bon, peut-être que le prix y est pour quelque chose, mais moi, honnêtement, moi après je suis une flemmarde, hein, mais j'ai pas plus envie que ça d'aller au cinéma. Ça m'arrive pas si souvent que ça d'avoir envie d'aller au cinéma. Bon, c'est l'avantage de la littérature, c'est que je suis dans mon canapé et pas dans un siège qui n'est pas le mien. Mais voilà, il y a tout ça un peu qui va se resserrer. Et Sellier finit sur des questions qui sont vraiment très importantes, c'est-à-dire le fait que un nouveau cinéma existe dont les accents féministes sont plus prononcés. Et là, c'est très très enthousiasmant. On n'est pas exactement dans le female gaze d'Iris Bray, même s'il peut y avoir des points un peu communs. Elle est citée assez rapidement, plutôt au début d'ailleurs, pour un désaccord sur le féminisme d'un film. Mais quelque chose se produit depuis peu, mais qui peut être aussi un peu plus ancien, pour assumer une prise de position au monde, mais dont il ne s'agit jamais de glorifier un féminisme qui serait hors sol. Et c'est en ça, là, tout à l'heure je parlais de la plume de Geneviève Sellier qui est parfois émaillée de punchline, mais qui est extrêmement simple, qui est très factuelle, et moi ça me fait un bien fou à lire, mais on peut même avoir l'impression parfois de quelque chose d'extrêmement trop facile par exemple. En fait, c'est exactement ce que raconte aussi le bouquin, ou ce que démontre le livre, et ce que l'on peut aussi voir en littérature. Non pas que l'illisible serait masculin, et que le lisible serait féminin, et que les femmes seraient toutes accessibles. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, quoi. Certainement pas quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, il y a des brouillages et des brouillards qui ne servent pas le propos, mais qui vont servir l'auteur qui va les tenir. Il y a des obscurités qui ne sont, ou des formes d'hermétisme qui ne sont là que pour la gloriole de qui tient la plume ou la caméra, ou qui est derrière le chef-op, hein, bien sûr. La simplicité apparente du style de Geneviève Sellier
elle m'amène à répéter quelque chose que je dis souvent ici, c'est-à-dire qu'il est très dur d'être simple. Et la limpidité de ce style, elle est extrêmement précieuse parce qu'elle avance droit. Elle avance vite, elle ne signifie pas non plus ne pas avoir d'audace. Et là, en fait, quand je parle du style de Célier, c'est aussi une question sur la création et la réflexion en général. Être simple, ça ne signifie pas, évidemment, être bête. Moi, en fait, c'est tout l'inverse. Rappelez-vous quand même les frères Bogdanov, quand même, enfin, qui disaient rien, mais ils le disaient de façon très compliquée. Mais ça sert à mystifier, ça. Ça ne sert pas à proposer un propos intéressant au monde. Voilà. Elle enlève les mystifications, et c'est une plume qui va être incisive, justement parce qu'elle va aller au cœur des choses et au cœur des évidences, pour montrer finalement cette espèce d'évidence qu'un cinéma misogyne est soutenu par des institutions misogynes. Et ce qui a l'air d'un truisme, il faut le démontrer. Et c'est difficile à démontrer, et en plus on le paye. Parce qu'il ne faut pas croire l'enfant qui dit que l'empereur est nu, il est seul au départ, et il est souvent et longtemps seul. Et à ce titre-là, il faut quand même rappeler la solitude des féministes de fond, j'ai envie de dire, qui vont venir de manière aussi collective, ici individuelle dans cet ouvrage, proposer des analyses de films qui ne sont pas seulement ne sont pas féministes pour le plaisir d'être féministes, qui sont féministes parce qu'il y a des choses qui sont à dire, parce qu'il y a des injustices qui sont à dénoncer, parce qu'il y a des façons de faire qui sont profondément maltraitantes dans le monde. Et il ne s'agit pas d'être gentil quand on est féministe. Et c'est pas un livre qui est gentil, c'est un livre qui est évident. Et la force de l'évidence de Célier, elle se démontre à chaque page. À mon avis, ça c'est un livre, même si on n'a pas de très grand goût pour le cinéma, on a besoin de lire le culte de l'auteur, parce que ça nous parle d'un monde d'aujourd'hui, ça nous parle aussi de ce dont on ne parle pas, de la façon dont les films arrivent sur les écrans, dont ils arrivent dans les salles, dont ils arrivent ensuite à la télé. Et ça, c'est quand même un élément qui est extrêmement important. On peut se rappeler que Geneviève Célier, elle est quand même plutôt en fin de carrière, elle est professeure émérite. Émérite, c'est un grade de quand on est à la retraite, un grade universitaire. C'est extrêmement courageux, et là, on arrive à un moment où on a besoin de ces analyses et de ces évidences, et en fait, c'est très très dur de mettre en place ces évidences. C'est un livre dont on avait besoin autant pour le propos que pour la méthode, et même que pour le style. Donc moi, je vous engage vraiment extrêmement vivement à le lire. Alors, je suis en train de perdre ma mise au point, ce qui est quand même un comble quand on veut parler de la clarté et de la simplicité d'un style qui n'embrouille pas. En tout cas, moi, j'ai adoré. Je l'ai lu très vite, et on sait à quel point en ce moment j'ai du mal à lire. Tout y est. Tout y est. On a envie de tirer plus de fil. Bon, on a des références qui peuvent nous permettre d'y aller, mais tout est là. Et il faut le lire. Je vous dis à bientôt.